Donc ce soir, nous sommes à Saint-Genis-l'Argentière. Je ne sais pas si tu sais, nous avons 3 Saint-Genis sur la circonscription. Oui. On a déjà fait Saint-Genis-les-Olières il y a quelques semaines et à la rentrée, on sera à Saint-Genis-Laval. Donc en présence du maire Alexis Badoil. Bon, je ne refais pas le speech habituel. Nous allons passer la demi-journée sur la commune avec la visite d'une belle entreprise et du centre-bourg, mais peut-être qu'Alexis, tu pourras nous en reparler. Et là, nous venons de passer 1 heure avec le conseiller municipal. On a commencé à échanger sur plein de sujets. Et donc là, on arrive au dernier temps de la journée, qui est la réunion publique, que malheureusement, on peut ne faire qu'en ligne pour l'instant. Je vois que déjà une dizaine de personnes sont connectées. On est autant, on va dire, dans la salle. Et donc, Alexis, en tout cas, merci beaucoup pour ton accueil sur la commune. Ce que je te propose pour commencer, c'est que peut-être tu peux te présenter et puis présenter aussi la commune. Oui. Et ensuite, on passera aux échanges. Merci Thomas, bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis le maire de Saint-Genis-l'Argentière depuis les dernières élections. Avant, j'étais adjoint au maire, j'ai fait 3 mandats d'adjoint. Et nous sommes très heureux de t'accueillir, Thomas, à Saint-Genis. Nous avons passé une belle petite demi-journée. Nous avons visité l'entreprise de joints techniques qui était à la zone artisanale de la Palière. Et après, nous avons pu faire un petit tour de la commune pour présenter nos projets sur le mandat. Et enfin, depuis 1 heure, nous sommes avec le conseil municipal pour un débat assez ouvert où tu as eu droit à beaucoup de questions. Ouais, très intéressant. Très intéressant. Et visiblement, c'est pas fini parce qu'on a beaucoup de questions encore à te poser. Ok. Et j'en profite également pour saluer Fabienne. Alors, Fabienne, elle est habituellement là à chaque présence communale mobile. Elle va nous rappeler on est à quelle édition. Et malheureusement, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Elle est en déplacement très loin d'ici. Mais Fabienne, je ne sais pas si tu veux nous dire un petit mot, si tu nous entends. Alexis, j'imagine que tout est prévu. En tout cas, on avait eu un super repérage à Saint-Genis-l'Argentière et j'espère que la vidéo qui sera faite de la journée rendra bien compte de tout ce que tu as partagé avec nous déjà il y a quelques semaines et encore cet après-midi avec Thomas. Donc, merci encore pour l'accueil. Merci Fabienne. Effectivement, en plus, on avait le soleil aujourd'hui, donc ça devrait être joli là. Merci. Donc, plein de projets à présenter sur la commune. Et notamment, alors peut-être avant de continuer les échanges, l'entreprise de joints techniques qu'on a vue, donc belle entreprise donc, qui est sur la commune depuis 2005 et donc qui fabrique plein de joints particuliers pour le secteur de l'automobile, de la marine, médical. Médical aussi, ouais. Oui. Et donc qui a vraiment qui a grandi ses locaux et qui a vraiment investi également dans la technologie pour faire des joints toujours plus performants. Oui, beaucoup sur la qualité. Et on a été assez étonnés, bluffés par la visite parce qu'ils sont très, très pointus et ils sont en pleine phase de développement. Donc, c'est très intéressant pour la communauté de communes, pour nous également, d'avoir une entreprise comme celle-là. Et d'ailleurs, ils ont développé… Bluffés par la visite parce qu'ils sont très, très pointus et ils sont en pleine phase de développement. Donc, c'est très intéressant pour la communauté de communes. Ils ont développé… Et oui, et donc ils développent des nouvelles gammes de produits. On en profite pour faire un peu de pub. Et notamment, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc ils travaillent pour plein de secteurs. Et là, ils développent ce produit en silicone qui propose de remplacer les lacets des chaussures. En gros, on lace ses chaussures une première fois, ensuite on ne touche plus. Et quand on met ses chaussures, en gros, compte tenu des propriétés du silicone, on a juste à écarter un peu. Et puis voilà, le pied est tenu. Donc bon, ça sera des bonnes idées pour les cadeaux de Noël. On va leur faire de la publicité. Et donc c'est un peu particulier pour eux puisque c'est la première fois qu'ils vendent un produit en direct puisqu'habituellement ils étaient plutôt sous-traités. Alors ce que je vous propose c'est que on puisse continuer les échanges. S'il y a quelqu'un en ligne qui souhaite poser une question, il peut se signaler par le petit chat ou à tout moment au moment de la discussion. On peut peut-être continuer à prendre une question qu'on avait dans la salle. Allez, Sandrine. Oui, alors moi je voulais parler un petit peu du service public qui va mal en ce moment, notamment la santé et les forces de l'ordre. La plupart des soignants attendent actuellement la prime Ségur. Donc je voulais savoir, sera-t-elle maintenue après les élections présidentielles ou à l'après Covid? Alors, donc une première question concernant le secteur public, effectivement, la prime Ségur, le Ségur de la santé, on va dire, qui vise à améliorer les conditions de vie, on va dire, des personnels soignants. Donc, sur la partie Ségur de la santé, il y a eu une prime Covid qui a été versée, on va dire, une fois de l'ordre de 1 500 €. Enfin, ça dépend des territoires, etc.
qui a fait l'objet de beaucoup de discussions pour savoir quel personnel devait en faire partie, pas partie, etc. Voilà. Donc, en tant que parlementaire, on a fait de nombreux retours pour essayer d'adapter les choses, puisque au sein parfois d'un même service, vous aviez des gens du secteur sanitaire, du secteur médico-social, et enfin, bon, vous avez dû connaître ça. Et donc, dans le Ségur de la santé, il y a non seulement cette prime, mais il y a également une revalorisation des salaires qui étaient prévus. Ah oui, alors pour le public, mais en fait, le Ségur de la santé, c'est l'hôpital public. Et l'hôpital privé, on va dire, gère lui-même ses rémunérations. Et autre aspect du Ségur de la santé, c'est également le plan d'investissement pour les infrastructures, où j'ai plus les chiffres en tête, mais vraiment une enveloppe très importante est mise en place pour aider les établissements dans leurs projets immobiliers. Et ce lundi, là, j'étais au conseil de surveillance du centre hospitalier des Monts du Lyonnais, on va en reparler, hein, donc le centre hospitalier qui regroupe le site de Saint-Laurent-sur-Mousset, au Trivoire, sur Lyon et Saint-Symphorien-sur-Coise. Et j'ai bon espoir que le centre hospitalier bénéficie des enveloppes du Ségur de la santé pour permettre les reconstructions sur Saint-Laurent et Saint-Symphorien-sur-Coise notamment. La décision va être prise, on va dire, à la rentrée. On a une prochaine réunion dans une dizaine de jours avec l'ARS. Et le centre médical de l'Argentière aussi devrait en bénéficier. Donc voilà, il y a bien ces deux aspects, la rémunération des soignants dans le public et effectivement les projets des hôpitaux en tant que tels. Voilà. Ça va? Enfin, je ne sais pas si… Ouais. On verra les appels présidentiels. Ouais. Ça fera partie, je pense, du débat présidentiel. Après, après, peut-être un point complémentaire sur la partie démographie médicale, c'est vrai que quand on augmente dans le public, ça crée une petite tension dans le privé. Hein, et donc, en fait, il faut toujours essayer de concerter un peu les choses le plus possible. Et un des problèmes majeurs qu'on a, c'est quand même aussi le nombre de personnes disponibles, notamment pour les médecins. Donc, avant la crise sanitaire, on avait décidé notamment de la suppression du numerus clausus, donc du nombre maximum de soignants qu'on forme, puisqu'il y a, je crois, une vingtaine d'années, il avait été décidé de ne pas trop former de médecins pour qu'ils ne prescrivent pas trop de médicaments, et on pensait qu'ainsi on allait résorber le déficit de la sécurité sociale. Sauf que, entre-temps, les médecins ont fait évoluer leur pratique d'une certaine manière, et les bons vieux médecins de campagne qu'on a aujourd'hui, pour les remplacer, souvent il faut 2 médecins, enfin, ou 1 médecin et demi, parce que les nouveaux médecins ont plutôt tendance à pas vouloir faire les horaires que faisaient leurs prédécesseurs, et puis la profession s'est féminisée avec aussi des contraintes d'horaires, et le besoin en termes de santé a continué à augmenter en parallèle avec notamment le vieillissement de la population, ce qui fait qu'on a un grave problème de démographie médicale, et d'ailleurs au niveau de ce territoire on est concerné, ce qui a poussé notamment les collectivités à organiser des maisons de santé pour essayer de pallier à ce problème. Mais ce problème est encore quand même devant nous, parce que former un médecin, ça prend 10 ans, et donc le temps que la nouvelle vague arrive, il faudra quand même un certain temps, et donc c'est un sujet d'inquiétude quand même pour les années qui arrivent. Voilà, sur la partie santé. Et si vous voulez plus de détails sur quoi que ce soit, sur le centre hospitalier des Monts du Lyonnais, on peut en parler aussi sur le territoire. Hein, il y a Alexis qui… Bah, de toute façon, nous, c'est vrai que le désert médical, ça nous fait un peu peur, quoi. Hein. Aujourd'hui, les médecins… Même pour la prise de rendez-vous, vous mieux pas être malade. Quelque part, quelqu'un qui a une gastro, s'il a un rendez-vous dans une semaine, ça peut le faire. Enfin, elle est passée depuis longtemps. Oui, avant, on a des justifiés, on faisait la clé, on patientait 1 ou 2, et puis on y avait. Alors maintenant, si on n'a pas un numérique, enfin, si on n'a pas persévérance au téléphone, c'est pas possible. Je trouve que le service est moins bien fluide. Ouais. Dans les autres actions qu'on a essayé d'avoir, c'est d'avoir des axes qui avant ne pouvaient être faits que par des médecins, par des infirmiers, voire des pharmaciens, notamment en termes de vaccination, de certificats divers et variés. Mais oui, dans tous les cas, clairement, on a encore en termes de démographie médicale une petite période difficile. Et souvent, le débat revient de savoir si on ne devrait pas imposer des zones aux médecins, comme ça se fait dans certains pays. Moi, j'y suis plutôt défavorable, c'est-à-dire que je crois plutôt au caractère libéral de la médecine. Enfin, les médecins ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des médecins généralistes, hein, j'entends.
Et je pense qu'il faut quand même leur laisser la liberté d'installation en ayant des incitations s'il le faut. Voilà. Mais j'ai bien peur que si on met trop de contraintes, on risque de pousser encore plus de jeunes médecins à vouloir devenir médecins hospitaliers et à moins être intéressés par la médecine générale. Par contre, sans imposer aux médecins un lieu d'installation, parce que comme la sécurité sociale la conventionne des médecins, oui. Est-ce qu'elle ne pourrait pas limiter ces conventions parce qu'il y a des territoires qui sont agréables à vivre et qui sont surdemandés par la profession? Est-ce qu'il n'y aurait pas des conventions avec un nombre maximum en disant le Sud, tant de médecins par habitant, et comme ça, ceux qui n'auraient pas de convention, ils seraient obligés de se rabattre sur d'autres territoires. Ouais. L'idée est intéressante de ne pas conventionner. Sylvie, je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai besoin d'un renfort sur l'idée qui est son intérêt. Enfin, on parlait de la cartographie médicale, la liberté d'installation des médecins libéraux. Finalement, là, il y avait une proposition qui semble intéressante, qui est de dire dans un territoire qui est déjà excédentaire en offre de soins de médecins libéraux. Là, bon. Il y a peu de territoires excédentaires. En fait, le problème, c'est que même dans les villes, il commence à y avoir des déficits. Dans le sud, au soleil, là où il y a du soleil, comme il y en a beaucoup plus, dans le sud. Ouais. Où il y a des médecins. Mais le problème, c'est que s'ils sont déconventionnés, ils vont rester dans le territoire, ils vont monter la famille. Je ne pense pas que. Ça se fait quand même naturellement parce que c'est vrai que dans un endroit où c'est excédentaire, il n'y a plus beaucoup de patients à se partager aussi. Hein, donc, en fait, c'est plus que globalement, il en manque. Ouais. Mais la Sécu, je pense qu'elle connaît bien le monde sur les malades. Donc, effectivement, où il y a trop de médecins, où il y a plus de médecins, je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas trop, par contre, il y a les assistants médicaux qui ont été qui a été créé. Voilà. Ah, je vois qu'on a une question en ligne. Il y a Agnès, je crois, qui souhaite intervenir. J'ai vu la main qui se levait. Deux questions deux remarques à faire. Voilà. Alors, une part, c'est sur le manque de civisme des Français. Donc, je propose qu'il y ait une épreuve d'instruction civique au baccalauréat, parce que c'est quand même dramatique qu'il y ait que, par exemple, dans notre coin, il y a eu 25% de votants. C'est assez dramatique. Et aussi, peut-être pour tous les adolescents, à partir de 13 ans, une semaine en juillet, où les jeunes iraient faire des travaux d'intérêt généraux, par exemple du ramassage de déchets dans la nature ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est ça. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième remarque que je voulais faire, c'est au niveau de la réforme des retraites. Alors, je ne sais pas si ça va être le cas, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que on abandonne les régimes spéciaux, on les laisse comme ça. Voilà, on n'y touche pas. Et puis par contre, on retarde l'âge de la retraite, ce que je trouve injuste parce qu'il y a quand même des jeunes, oui, qui commencent à travailler à 18 ans ou même des fois à 17 ans. Et bon, s'il faut qu'ils attendent d'avoir 63, 64 ans pour prendre la retraite, c'est pas normal. Et puis, je trouve que ça... j'aime mieux le nombre d'années, quoi. Voilà, le nombre d'années pour tout le monde. Et puis, toucher aux régimes spéciaux qui sont pour moi un véritable scandale. Voilà, bon. Ok, alors, donc, il y a donc vraiment deux questions, donc sur le civisme et sur les retraites. Sur les retraites, moi, je ne sais pas aujourd'hui, comme c'est un projet de loi, donc à l'initiative du gouvernement, je ne sais pas si le projet sera représenté dans le cadre de ce quinquennat. Donc, on aura, je pense, la réponse, on va dire, dans les prochaines semaines, puisque dans tous les cas, compte tenu du délai nécessaire, on va dire, pour que ça passe à l'Assemblée, au Sénat, que ça revienne, etc., on va dire, soit il est lancé directement à la rentrée, soit ça ne sera pas possible en termes de timing.
on est tous d'accord pour dire qu'il faut que ce système soit le plus juste possible. Et donc, effectivement, avec l'histoire, il y a des régimes spéciaux qui étaient peut-être un temps justifiés, mais qui ne le sont plus forcément. Mais quand même, avoir cette préoccupation de prendre en compte la pénibilité, quand même. Hein. Oui. Et alors, sur les 2 points, on va dire, côté civique, sur la semaine de TIG et de travaux d'intérêt généraux pour les jeunes de 13 ans l'été, en fait, je pense qu'il faut attendre de voir ce que va produire le service national universel qui monte progressivement en charge. D'ailleurs, demain à Saint-Martin-Haut, je ne sais pas si vous savez, je vais voir avec le préfet les jeunes qui sont en train de le faire au village vacances, qui terminent leurs 15 jours, puisque dans le cadre de ce SNU, il y a plein d'ateliers qui sont inclus, premier secours, citoyenneté, égalité homme-femme, défense, etc. Et donc, ça pourrait potentiellement permettre d'avoir un impact positif en termes de civisme pour les jeunes. Notamment, j'en discutais avec le centre SNU de Saint-Martin-Haut, ils ont des cours à la démocratie dans ce SNU. C'est-à-dire que le soir, ils prennent des décisions collectivement pour savoir comment ils s'organisent, à quelle heure ils éteignent, etc. Sous le contrôle des encadrants. Mais voilà, c'est pas très vertical comme était le service national militaire, on va dire. Là. Et alors, sur l'épreuve d'instruction civique au bac, je vais dire, pourquoi pas, je pense que la piste mérite… je sais pas ce que tu en penses, Alexis, parce que c'est vrai que tant qu'il n'y a pas d'épreuve, on ne s'investit pas forcément pleinement. C'est vrai, on avait un débat tout à l'heure avec les adjoints, on en parlait, et justement, on se disait, il y avait déjà l'instruction civique au niveau du vote, on en parlait, mais également, on se disait sur le cycle de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le cycle de l'eau, l'assainissement, l'électricité, on a l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils ouvrent le robinet, ça coule, mais personne ne se pose la question de pourquoi. Alors souvent, c'est peut-être aussi un problème des parents, c'est l'éducation, on peut penser, mais ça serait fait en primaire ou plus tard, je pense que ça serait, moi, à mon avis, ça serait une bonne chose, expliquer comment, l'électricité, on l'a en permanence, mais se poser la question comment ça fonctionne, quoi. Ouais. Mais là… ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Oui, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. En fait, je pense que la difficulté qu'on a aussi, c'est que quand quelque chose est acquis, on ne se pose plus la question de comment c'est fabriqué, alors que nos anciens qui n'avaient pas l'eau, quand l'eau est arrivée, et là, ils sont… Voilà. Pour eux, c'était super. Non, mais on parle d'environnement, d'écologie, un système d'assainissement, une station d'épuration. Aujourd'hui, un ado même une personne adulte de 20 ans, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Et comment expliquer aux gens qu'il ne faut pas jeter comme ça dans le réseau parce que les bactéries ça va perturber le système. Je pense que si tu avais une éducation à l'école, ça serait peut-être pas plus… Mais, et là, au niveau du primaire, il y a déjà pas mal de classes, les professeurs des écoles souvent déplacent les élèves, mais peut-être de manière un peu encore trop ponctuelle et pas assez… Je pense, ça serait systématique, ça serait pas mal. Je peux dire quand même. Ça permet tout de suite de prendre la dimension du problème. Et surtout, comme l'eau, ça va être un problème crucial à la élève. Vraiment, c'est important. Oui, mais c'est ça. Les enfants sont sensibilisés là-dessus. Il faut vraiment insister. Et d'expliquer, ça peut être aussi sur les ordures ménagères. Je vais visiter un centre de tri, pourquoi on trie, où vont les poubelles, pourquoi c'est enfoui, incinéré. Je pense que c'est vraiment pour moi de l'instruction civique. En plus, les jeunes sont des bons ambassadeurs dans leur famille pour dire à leurs parents ça marche mieux que quand c'est le… En fait, c'est de former les adultes de demain. Je veux dire. On a même un souci d'alimentation. En campagne, mais en ville, les poissons sont carrés, d'accord. Bien l'alimentation, on pose la question de savoir s'ils en ont conscience. Alors après, est-ce que c'est le rôle des parents de l'école? Le vrai débat, il est là, mais je pense que ce serait pas mal qu'ils le fassent à l'école. Je me souviens, on a eu ce débat souvent sur l'éducation A dans le cadre de plusieurs propositions de loi. Et c'est vrai que le ministre souvent dit à l'école, c'est lire, écrire, compter. Je pense que c'est vraiment bien ce que tu as dit, c'est que faut vraiment qu'on se dise qu'est-ce qui est de la responsabilité des parents, qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'école. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans une promesse républicaine, entre guillemets, où l'école va se charger de tout. Et donc, il faut aussi à un moment donné qu'il y ait l'école des parents, presque. Qu'on dise aux parents. Le problème, c'est que là, on a des générations de parents qui ouvrent le robinet et ça coule. Ils ne se posent pas la question.
Oui, je voulais dire, ils ont quand même presque 5 mois de vacances, les enfants, parce que les instituteurs et les maîtres, ils ont déjà un programme à faire. Donc, il y a pas mal de visites, de sorties et tout. Donc, c'est difficile de caser encore encore plus de choses extrascolaires. Mais sur les 5 mois, presque 5 mois de vacances qu'ils ont, parce que si on compte 2 semaines à Noël, 2 semaines à Noël, etc., ça fait 4 mois et demi, 5 mois. Est-ce qu'on ne peut pas au moins faire une semaine pour ce genre de visite d'éducation, quoi. Voilà, bon, ils n'en mourraient quand même pas d'avoir une semaine de moins de vacances l'été. Et puis, c'est vrai que je trouve qu'il y a trop de vacances parce que ça va très bien dans les milieux favorisés parce qu'on peut faire des tas de choses intéressantes aux enfants. Mais dans les milieux défavorisés, autant de vacances, je trouve je trouve qu'il y en a trop. Alors, il ne faudrait pas diminuer les vacances des enseignants parce que sinon, ça va être le tollé. Mais ça va être la révolution. Mais prendre une semaine où ils seront encadrés par des animateurs, ils feraient, voilà. Mais là encore, en fait, il y a l'éducation nationale, les parents, mais il ne faut pas oublier aussi toutes les structures d'éducation populaire, les scouts, etc. Oui. Les colos, c'est dommage d'une certaine manière qu'il y a, que ce soit la formation, parce que c'est les premiers apprentissages de la vie en collectivité. Oui. Donc, il faut peut-être aussi qu'on refasse la promotion de ça, sachant que les parents sont un peu craintifs aussi des fois de laisser leur… Les camps scouts, si qui existent, c'est vraiment des colos où on leur fait faire des tas de choses, des trucs, c'est tout juste s'ils ne font pas des sauts en parachute ou n'importe quoi, mais à la limite, des balades à pied, c'est aussi bien, quoi, voilà. Donc, c'est des colos de riches, voilà. Donc, je regrette, à part les camps scouts, effectivement. Voilà, alors, c'est vrai que c'était aussi, ça faisait partie un peu des questions qu'on avait, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte avec toute la responsabilisation de tout, un responsable de partout. Aujourd'hui, il est très compliqué de faire une colo. Les classes vertes, on n'en a plus. C'est vrai que tout ça faisait partie. Et nous, en tant que maire, demain, quelqu'un se blesse au skatepark, c'est moi qui suis responsable. Et en fait, je trouve qu'on a vraiment cassé un élan et on a un vrai problème de société avec ça, et on va très bien vers une société qui va s'américaniser par rapport à ça. Tout ce qui est responsabilité assurance, et ça fait peur. Moi, personnellement, ça me fait peur d'y aller et pas envie. Et je trouve qu'on cache justement. Moi, quand j'étais ado, on allait en camp. Bien sûr. On était 8, on partait, les parents nous laissaient partir. Aujourd'hui, plus un parent laissera son gamin partir. Les associations ont le même problème. Les associations ont le même problème. Les associations, aujourd'hui, ils essaient d'éviter. Demain, tu as un accident à la sortie de la vogue, ils ont bu pendant la vogue, il a aussi sa part de responsabilité. Et est-ce que là, vu de l'État, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Je pense qu'il y a toujours des choses à faire. Par contre, le point sur lequel j'aimerais pointer le doigt, c'est de dire que quand il y a des évolutions de la société, elles sont peu souvent portées par les politiques publiques, par ce qui est décidé au niveau national. C'est des évolutions dont on est tous, d'une certaine manière, un peu responsables. Oui. Le fait de dire… Par exemple, on dit les parents n'osent plus ont peur de mettre leurs enfants en colo ou autre. Personne n'a décrété ça. C'est l'évolution effectivement de la société. Mais c'est l'évolution de la société. Et donc, il faut effectivement à la fois qu'au niveau national, on arrive à trouver les bonnes règles pour des fois lutter contre ça, mais il faut que chacun, d'une certaine manière, aussi se responsabilise et se prenne en main pour dire oui, soit moi-même j'organise une association où je propose des choses, ou soit moi-même en tant que parent. Je ne suis pas hyper pointilleux sur… Oui, mais tu vois, par exemple, les classes vertes, on a souvent des questions de parents, pourquoi vous ne faites pas de classe verte? Aujourd'hui, moi, j'en veux pas du tout à l'enseignant, parce que c'est une responsabilité qui est telle, s'il y a quelque chose, le pauvre, moi, ça, je le comprends tout à fait, quoi. Est-ce que les classes vertes dans l'école primaire de Saint-Denis, on n'en a plus. On n'a plus rien depuis. Oui, mais ça tient à l'enseignant si elle prend le risque ou pas, en fait. C'est tout. C'est dommage parce que même, je ne sais pas toi aussi, moi j'ai des souvenirs de classe verte. Le premier endroit où je suis allé sur un bateau, moi c'était sur la classe de mer. Enfin, premier endroit où j'ai chaussé des skis de fond. C'était un ski en classe verte, en classe de neige. Moi j'ai appris à skier en classe de neige. Bon, faut faire attention de ne pas avoir une génération trop chouchoutée, quoi. Ouais.
mais c'est une responsabilité, c'est une responsabilité de tout le monde. Bon, on peut reprendre une question ici dans la salle. Oui. Moi, le sujet qui m'intéressait, c'est la fiscalité. Ouais. Alors, le premier point qui m'intéresse pour l'IRDEF, c'est surtout la suppression de la taxe d'habitation, avec une incidence significative, notamment je suis délégué au CIDER, donc on pose la question sur la fiscalisation des prêts de la commune. S'il n'y a plus de taxe d'habitation, donc la charte va revenir sur le propriétaire uniquement. Et il y a le même problème donc, pour la taxe sur les déchets. Donc la suppression de cette taxe a beaucoup d'incidences. Comment on va réaliser ça? Ouais. Alors, sur la taxe d'habitation, effectivement, il a été proposé aux Français en 2017 de dire, c'était dans le programme, et bon, moi j'étais un peu partagé sur cette mesure, mais en tout cas, j'ai quand même un point sur lequel je suis content, c'est que sur les premières années du mandat, quand même, ce qui a été proposé a été quand même globalement mis en œuvre, on va dire. Il faut rappeler qu'en fait, cette proposition reposait sur une très grande inégalité des contribuables, voilà. Par exemple, là, si je prends la commune avec Sainte-Foy, il y a des différences, on va dire, assez notables en fonction du côté de la route où on habite pour des services publics, on devient globalement équivalent parce qu'il y a d'autres dynamiques fiscales, notamment par rapport à la fiscalité des entreprises ou autres, qu'il faut que les communes ont plus ou moins. Et puis, le système est aussi injuste parce que la base fiscale, dont le référentiel, je crois, date de 1972, a été mis à jour, on va dire, de manière un peu différente d'un endroit à l'autre. Puisque maintenant, je crois qu'on n'a plus l'obligation de déclarer quand on fait des travaux à l'intérieur. Enfin, en gros, l'administration fiscale, pour déterminer la valeur locative de chaque logement, il y a des écarts qui ont pu se creuser. Donc voilà, donc le système était quand même un peu à bout de souffle. Après, pour une collectivité, effectivement, je parlais par exemple du CIDER, il y a deux manières effectivement de faire rentrer de l'argent. C'est effectivement soit sur une base fiscale comme ça, ou soit sur une fiscalisation voilà, l'achat. Donc là, la collectivité peut faire son choix en fonction de ce qu'elle estime être le plus pertinent. Parce que vous, au niveau de la commune, vous vous posez la question de dire est-ce qu'on paye directement le CIDER ou est-ce qu'on fiscalise? C'est fiscalisé. Vous, c'est fiscalisé. Bon. C'est sûr. La taxe d'habitation, c'est la taxe foncière qui va. Ouais. Et la taxe foncière, c'est uniquement les propriétaires. Alors que l'habitant de Saint-Denis, qui est le locataire, il bénéficie bien de l'éclairage public et des services. Et c'est la même chose pour les déchets. Ah oui, parce que vous n'entendez pas forcément. OK. Et mais sur aujourd'hui, oui, enfin. Ouais, ce que veut dire Joseph, c'est qu'en fait, le risque de ça, c'est qu'on n'aura que les propriétaires qui vont payer, par exemple, l'éclairage public, et tous les locataires ne le payent pas. Alors qu'en fait, il est utilisé par tout le monde. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Bon, au CIDER, ça a été abordé. Hein. Le président a dit j'en parle plus haut, bien entendu. Et pour les nouvelles, c'est la même chose. Ouais. Non, effectivement, je suis d'accord, d'autant plus que l'exonération devait, dans un premier temps, toucher seulement les 80% des ménages les plus aisés. Et donc, historiquement, il était prévu que l'évaluation locative continue à être faite. Et donc, que cette valeur locative puisse servir pour les autres éléments de fiscalisation. Maintenant, si je comprends bien, je n'ai pas suivi les dernières évolutions, si vous fiscalisez, c'est sur la base de la taxe foncière uniquement. Pas sur on se demande s'il n'y a plus de taxe d'habitation, inévitablement, cette fiscalisation va passer sur la taxe foncière. Oui, mais la taxe foncière, vous êtes bien obligé d'avoir une valeur locative pour l'évaluer également. Vous avez bien une base. Oui, on a une base, oui. Donc, mais la taxe foncière, ce qui veut dire, c'est qu'elle est payée par le propriétaire. Oui, mais les locataires passent à l'as, quoi. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, si vous fiscalisez, ça ne peut pas concerner également les locataires, parce que vous avez. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir une ligne pour la fiscalité du syndicat. Toujours le document, taxe d'habitation zéro, plus. Moi, c'est ce que j'ai compris. Enfin, vous mettez le doute. Mais il y a la télé aussi. Oui. Sur la commune, communauté de communes, il y aura peut-être zéro sur la partie de taxe d'habitation, mais il y aura toujours autre syndicat. Sachant que c'est une vraie question de savoir si, quand on a un service public comme ça, si effectivement
on le fait au service ou si on le fiscalise. Enfin, là, il y a des débats toujours très très longs pour les deux systèmes ont leurs avantages et inconvénients. Pour les ordre managers. Ouais, pour les ordre managers communes, on est en plein débat. Ouais. Redevance ou taxe. Ouais. C'est le débat du moment. Là, moi, je trouve que au fait, moi, si je synthétise, je pense que la redevance est quand même globalement plus juste. Le plus juste. Dans le sens où vous pouvez dire une personne, une redevance, deux personnes, deux redevances. Ça pose quand même des questions de plein de cas typiques, les entreprises, les restaurants, les administrations. Enfin, c'est quand même complexe. Et je trouve que la fiscalisation est plus simple. Bah, c'est un peu. Le sujet, il est là. Les situations, pour simplifier, on va faire quelque chose qui va accentuer quelque chose qui n'est pas des responsabilités des gens. Ouais, le problème, c'est qu'on se retrouve avec la taxe avec des écarts. Par exemple, une mamie tout seule dans une maison bien classée, elle va payer, elle va avoir sa taxe. Ce qu'elle payait en redevance va être multiplié par 2 ou 3. Ouais. Et il suffit qu'elle ait un compost et des poules, on se dit finalement, c'est pas très juste, quoi. Et par contre, à l'inverse, une famille avec 2 enfants va diminuer, va diviser par 2, voire 3. Si elle est dans un logement moyen. C'est pour ça que c'est pas très juste. Et bon, c'est un débat qu'on aura après au conseil municipal. C'est aussi quand on a une grande maison, normalement, on a un peu plus. Enfin, voilà. Oui, mais il n'y a pas de corrélation du coup avec les ordures que tu. Effectivement. Il n'y a plus de corrélation avec les ordures que tu produis. Par contre, c'est quand même une sacrée complexité de devoir comptabiliser tous les cas de figure. Alors, on s'est aperçu. On pourrait faire un mix de avoir quelqu'un qui est seul avec une grande maison, qui paye un peu plus cher, je ne peux pas les moyens, mais qui paye 3 fois plus cher pour une personne seule, je trouve que c'est normal. Là, aujourd'hui, le problème de ce qu'on a, c'est que tout le monde paye la même chose. C'est vrai que quelque part, ce n'est pas normal, mais il faut faire peut-être un mix de deux. Tout le monde paye la même chose, oui, en fonction du nombre d'habitants qui sont. Mais la part est la même. Alors que la part, elle peut être modulée. En fonction du revenu, pas de 1. Mais modulée en fonction de quoi? Du revenu ou Non, peut-être en fonction de on parlait de la surface de la maison ou de la valeur de la maison, peut-être, ou de la propriété. Mais je ne suis pas sûr que tu aies le droit. C'est un grand débat. C'est un grand débat. En fait, dans l'absolu, je trouve qu'on est bien sur une décision. Il n'y a pas de solution dans l'idéal. Il y a 2 choix avec chacun. La solution idéale qu'on avait au sein de la communauté de communes, c'était au poids, c'était plus juste au poids. Sauf que la mise en œuvre était complexe. Mais bon, nous en reparlerons au prochain conseil municipal. Il y aura de nouveau un grand débat. Ok. Je ne sais pas s'il y a. Pour finir sur la fiscalité, payer des impôts, je suis très content, je vais quand même en payer plus. C'est noté. Non, mais ça, ça veut dire plus de revenus. D'accord. Par contre, on va avoir des meilleurs. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est les cas qui s'agrandissent de façon. Quand je vois que les milliardaires augmentent tellement vite, ils envoient de moins en moins. Là, ça accroche quelque part. Les gens, il va y avoir un moment à partir du moment où trop c'est trop. Donc là, c'est une question finalement sur les écarts de revenus qui se créent dans la société. Oui, donc c'est pour ça que je reformule. C'est une question sur les écarts de revenus qui se créent dans la société. Il y a un livre de Thomas Piketty qui l'a bien décrit. Alors, c'est un livre qui fait un certain nombre de pages. Il faut s'accrocher pour le lire. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que effectivement, on observe au niveau mondial un creusement des inégalités, parce que c'est en partie lié aux innovations technologiques, parce que aujourd'hui, celui qui a une valeur ajoutée qui est réputée plus importante, il va pouvoir le démultiplier beaucoup plus que celui qui a ses petits bras pour bosser, qui est on le voit par exemple dans l'entreprise qu'on a vue. Quand on recrute quelqu'un qui a une forte valeur ajoutée, on peut totalement améliorer les affaires de l'entreprise. Et donc, les personnes qui ont des ressources rares ont des niveaux de vie beaucoup plus importants que les autres.
Donc, au niveau mondial, il y a un accroissement des inégalités, c'est clair, et puis il y a également le revenu lié à la finance, qui fait que celui qui a de l'argent va avoir tendance à avoir son capital augmenter beaucoup plus vite que celui qui progresse juste par son travail. Parce que le taux de rendement de l'argent est beaucoup plus important que les augmentations qu'on peut avoir avec son travail. Donc ça, effectivement, c'est un sujet. Alors, moi, ce que je constate, c'est que en France, tout le débat, c'est de savoir s'il faut aller plus loin ou moins loin. On a déjà, parmi tous les pays développés comparables, quasiment le système le plus redistributif. C'est-à-dire que grâce aux impôts et à la redistribution, j'ai plus les chiffres en tête, mais on réduit déjà considérablement les inégalités. Après, on peut avoir un débat pour savoir si on devrait faire plus, être encore plus redistributif avec un impôt sur le revenu encore plus progressif et plus d'aide sociale, ou si au contraire, faut faire moins. Là encore, c'est un vrai choix politique où il faut combiner à la fois la justice sociale, mais également de ne pas dissuader l'initiative et le fait que celui qui s'est démené pour ses études, qui a envie de travailler plus, qui est prêt à déménager ou autre pour gagner plus, il ne faut pas non plus qu'on ait une fiscalité qui soit confiscatoire pour lui. Il y a un vrai débat, je trouve, à ce sujet-là, pareil, où chacun a ses opinions. Moi, je constate juste qu'en France, enfin voilà, pour quand même se rappeler ça, on est déjà très redistributif. Il y a un chiffre qu'on a tous en tête, c'est que plus de 50% de la richesse nationale est dépensée par la dépense publique aujourd'hui en France. On a plus de 50% du PIB qui est dépensé soit pour l'État, les collectivités, les retraites, la sécurité sociale. Il y a peu de pays qui sont comme ça. Voilà. C'est ce qui explique qu'on paye beaucoup d'impôts. La question, c'est est-ce qu'on devrait aller plus loin dans… En fait, ça, je comprends. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est ceux qui arrivent à défiscaliser, enfin, les paradis fiscaux, ce genre de choses. Ouais. Parce que quand on est milliardaire, payer un peu plus ou un peu moins, enfin, ça se fait moins, mais bon, il y a tout ce qui est paradis fiscal, tout ce qui est refuté, hein. Ouais. Enfin, c'est ça, qui est exemple pour nous qui sommes. Ouais. Donc, non délocalisables. Sur les paradis fiscaux, bon, il y a j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu des efforts à faire. Il y a eu des efforts vraiment importants qui ont été faits sur le fait de faire revenir ces gens et le fait d'accroître les moyens des contrôleurs fiscaux. Et c'est vrai que quand on embauche un contrôleur fiscal, c'est plutôt un bon investissement pour l'État parce qu'il rapporte plus d'argent que ce qu'il coûte. Ça, c'est le premier point d'évolution ces dernières années. Et il y a un deuxième point intéressant là, qui est en train d'aboutir à l'initiative de la France, c'est le fait de s'accorder à une fiscalité minimum à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est discuté à l'échelle du G7, en tout cas pour les grandes démocraties occidentales, hein, les Chinois, les Russes, ils font ce qu'ils veulent, mais à l'échelle des pays qui participent. Et il y a également la fiscalité des géants du numérique, qui est aussi un sujet dont les Américains ne voulaient pas entendre parler et qui finalement est en train progressivement de rentrer dans les normes. Et là-dessus, sur ces grands sujets de fiscalité, moi, je crois beaucoup aussi en l'harmonisation européenne, parce que sur de tels sujets, quand on prend des décisions tout seul, c'est pas efficace et les gens peuvent très facilement se déplacer. Donc, je pense qu'il faut c'est des sujets aussi qui doivent se traiter à l'échelle européenne. Voilà. Question? Non? Moi, j'ai un sujet. Oui. J'ai un sujet sur la partie, on va dire, bénévolat et associatif, parce que c'est dans nos campagnes, là, c'est de plus en plus dur à trouver des bénévoles pour quelques associations, que ce soit sportives, culturelles, pour faire double village. On voit toujours les mêmes de partout. Et aujourd'hui, il y a une vraie crise de bénévolat parce que les gens ne veulent plus le faire parce qu'il y a de moins en moins de monde, il faut en faire de plus en plus, ça leur apporte rien. Et je ne sais pas, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir au niveau national sur le bénévolat, sur le rôle du bénévole, sur voilà, lui donner un statut pour inciter les gens à venir et à reprendre et à refaire venir des bénévoles, parce que mine de rien, dans les villages, c'est ce qui fédère, c'est ce qui attire du monde quand il y a des choses qui sont organisées.
Et puis, pour les associations sportives, ça a un vrai lien, c'est vraiment quelque chose de socialement important. Et si dans les campagnes, on voit que les associations sportives disparaissent petit à petit et se regroupent, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a le problème de bénévolat, alors qu'il y a des infrastructures un peu partout qui sont mises en place et qui coûtent cher du départ, je pense qu'il y a un vrai rôle sur ce rôle du bénévolat. Enfin, il y a quelque chose à faire, je pense, au niveau national. Sur le bénévolat, puis peut-être Alexis, tu pourrais dire en compte. Aujourd'hui, c'est un peu à l'image de la société, elle s'individualise. Clairement, les gens n'ont pas envie de donner du temps pour les autres. Enfin, il y a un vrai problème là-dessus. Et c'est vrai qu'après, c'est une spirale, en fait, parce qu'effectivement, tu reposes toujours sur les mêmes. Donc, quand tu te retrouves à 6 personnes pour organiser quelque chose, forcément, tu leur en demandes plus, tu leur en demandes plus. Et au bout d'un moment, ça casse. Enfin, ça, c'est sûr. Avec un statut, une reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, la seule reconnaissance éventuelle qu'il y a, c'est pour les lois de 1901 avec une réduction d'impôt pour des dons de ou choses comme ça. Mais les gens ne le font pas forcément parce qu'ils ne le savent pas. Et puis, il y a un vrai rôle. Aujourd'hui, les associations sportives, parce que vous connaissez bien mon histoire, par exemple, vont avoir plein de problèmes où les gens vont demander des réductions, des choses comme ça, parce que le Covid n'a pas aidé, qu'il y a des familles en difficulté. Et les bénévoles, aujourd'hui, les clubs, ils n'ont plus de ressources, parce que les mécènes, il n'y en a pas partout. Les collectivités territoriales ou locales n'ont plus forcément les moyens de donner des subventions importantes. Et aujourd'hui, si on a plus de bénévoles, les associations, elles vont mourir petit à petit. Et je pense que socialement, c'est dramatique. Ouais. Sur le bénévolat, je pense qu'on est tous hyper convaincus de l'importance du monde associatif et des bénévoles. Et voire même, je pense qu'on sous-estime tous le rôle des associations, même dans nos territoires. Quand on regarde dans l'enseignement, les lycées, les EGEC, les MFR, quand on regarde dans le milieu de la santé, la plupart des ADMR, des centres hospitaliers qui sont, on va dire, sur le jargon qu'on appelle aussi l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des établissements qui tournent sans but lucratif. C'est hyper large. Et je rejoins un peu ce que dit Alexis, c'est que tout à l'heure, on parlait des causes de l'abstention. Donc, on peut trouver plein de causes conjoncturelles, la crise sanitaire, la mauvaise distribution des fonds centraux, etc. Le point vraiment qui doit nous inquiéter, c'est de dire la montée de l'individualisme dans la société. Et dont l'émanation, c'est de dire, bon, à quoi ça sert que je vote, pour moi, ça m'apporte quoi? À quoi ça sert que je m'engage dans une association, pour moi, ça m'apporte quoi? Quand on voit, par exemple, le taux de participation dans les élections syndicales, que ce soit patronal, salarial, c'est pareil. C'est ridicule parce que les gens se disent, on attend beaucoup du collectif. Et moi, c'était la fameuse citation de Kennedy, avant de savoir ce que l'État va faire pour toi, pose-toi la question de ce que tu fais pour l'État. Et donc, je pense qu'il y a une vraie question de fond qui est de dire comment on peut mettre fin à cette spirale de l'individualisme et comment redire qu'effectivement, il faut tous qu'on se préoccupe de notre bonheur personnel, familial, etc. Mais on a tous aussi un rôle dans la société. La société, elle ne peut pas tourner sans ça. Oui, non, mais c'est sûr. Et après, au niveau des associations, les gens venaient aussi parce qu'il y avait des bons moments aussi à passer. Et ça, on a l'impression que ça se perd aussi. Que les gens sont vraiment reclus sur eux et ils viennent profiter d'un moment, mais c'est tout. Ils ne veulent pas donner aux autres. Et en fait, tout est une spirale. Mais comment l'inverser, c'est un vrai débat. C'est pour ça que oui. Après, peut-être qu'en donnant un rôle aux bénévoles, peut-être que ça peut apporter des vocations. Je sais pas si le fait qu'il y ait un statut, ça peut leur, je sais pas. Des droits retraite, ouais, peut-être, oui. Quelqu'un qui fait 10 ou 15 ans dans du bénévolat, tous les week-ends, tous les soirs, est en réunion, des choses comme ça. Pourquoi il n'y gagnerait pas plus des points de retraite ou des choses comme ça par rapport à quelqu'un qui est rentré chez lui, qui s'est fait de sa femme. Après, si on commence à donner des avantages, il faut l'administrer. Ensuite, après, il faut tout un système administratif. Si on commence à faire ça, de comptabilisation, de certification, etc., etc. Alors, dans les petits points il y a le service national universel. Enfin, j'en reparle à nouveau parce que moi, je crois pas mal à ce dispositif et on peut en reparler. À terme, ça va concerner les 800 000 jeunes, 400 000 filles, 400 000 garçons. Alors, avant, le service national, c'était que les 400 000 garçons et encore ceux qui n'étaient pas exemptés. Enfin, à la fin, c'était plus d'un sur deux qui étaient exemptés. Donc, il y avait qu'un jeune sur quatre qui le faisait, on va dire.
un des objectifs de ce SNU, c'est aussi de favoriser l'engagement. Parce qu'il y a une phase de 15 jours en collectif, et derrière, il y a 15 jours justement d'engagement dans les associations. Parce qu'on observe aujourd'hui qu'il y a un fort déterminisme dans l'engagement. C'est-à-dire que quand on va voir les jeunes sapeurs-pompiers, une grande partie de leurs parents étaient sapeurs-pompiers. Et donc, le but, c'est aussi de repromouvoir auprès de la jeunesse cette volonté de s'engager et de faire pour les autres. Donc, ça peut être un des éléments de réponse sur les SNU. Après, à l'échelle des territoires, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'échelle des communes pour essayer d'intégrer les gens dans le truc communal. Mais moi-même, quand j'étais maire, je me désespérais parmi les nouveaux arrivants du nombre qui venait au bout du maire. C'est-à-dire, finalement, est-ce que quand on vient habiter dans même un petit village aimant du Lyonnais, aujourd'hui, on se dit super, je vais intégrer une communauté, un monde associatif. Pas du tout. J'ai intégré surtout la tranquillité. Ouais. Et d'ailleurs, ça faisait partie d'une question que je voulais te poser aussi. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà tout simplement les gens qui viennent habiter dans une commune l'obligation de venir se présenter en mairie? Ça paraît bête, mais au moins on pourrait leur proposer des services, avoir un lien. On a des gens qui viennent habiter sur la commune, au bout de 5 ans, on ne les a toujours pas vus, quelque part. Alors, sur Lyon, j'imagine, c'est très compliqué sur les grandes villes, mais sur les petites communes, c'est quand même. Et comme nous, ça nous permettrait aussi de travailler sur la redevance d'ordre ménagère, où on saurait la composition des familles. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur la commune qu'on ne voit pas. Okay. Ouais, donc sur l'obligation de se présenter dans une commune, moi, mais par nature, j'allais dire philosophique, moi je suis toujours un peu. Non, mais je suis pas. En fait, je préfère que les gens aient un sens. Voilà. Et d'autant plus que là, on parle de la commune rurale, mais quand vous avez une grande commune où vous allez avoir des files d'attente et où les gens vont se retrouver devant un fonctionnaire parce que. Mais sinon, est-ce que vous ne pouvez pas le faire de manière détournée? Est-ce que vous n'avez pas un service public? Parce que par exemple, en Suisse, quand vous déménagez, vous devez passer dans des collectivités et faire tamponner des trucs. Est-ce qu'on, par exemple, l'inscription à l'école, elle demande, ça se fait comment aujourd'hui? Ça demande bien un rendez-vous à l'école. À l'école? Je ne sais pas si. Bon, c'était une réflexion. Oui, non, mais cette déclaration pourrait être aussi par Internet. Et puis ensuite, les personnes qui ne peuvent pas être se déplacent. En tout cas, il y a un grand rôle, c'est sûr, des communes. Et je crois qu'une des avancées des dernières années, c'est que maintenant, plus personne ne songe vraiment à diminuer le nombre des communes parce qu'on se dit que ce qui tient encore notre pays, c'est aussi ce maillage et le rôle des élus municipaux, du maire. Ça fait plaisir, ça. Pousser tout ça. Oui, c'était pas du tout. C'était pas trop. Non, c'était pas dans l'air du temps il y a 10 ans. Enfin, Mais par contre, tu vois, on a l'impression quand même de perdre toujours de plus en plus de compétences. Aujourd'hui, la petite commune prend de plus en plus de poids. Et à terme, on a un petit peu peur que notre petite commune, on soit finalement. Il y a une grosse commune qui s'appelle la Comcom et que nous, on soit les hameaux, quoi. Et notamment, on en a parlé en dernier conseil municipal, on a pris une notion sur à un moment donné, il y avait un projet de loi tu pourras peut-être nous en parler un peu plus, qui visait à ce que les DGF soient versés directement aux communautés de communes. Et nous, c'est une chose qui nous fait bondir, parce qu'on se dit finalement, la Comcom nous donnera ce qu'elle aura envie de nous donner, quoi. Je me permets, c'est une vieille lubie de l'administration ce sujet-là, parce que, en fait, je vous parlais tout à l'heure en France, on a une administration géniale. Je ne dis pas ça pour. On a vraiment des fonctionnaires impliqués, d'une grande qualité, etc. Par contre, là, je parle plus des administrations centrales. Elles ont certains dogmes. Et d'ailleurs, quand vous regardez les évolutions des collectivités, les majorités de gauche comme de droite sont toujours allées dans le même sens. Parce qu'en fait, les administrations, des fois, arrivent toujours à placer leur projet de loi. Et c'est vrai qu'il y a bon nombre de personnes qui pensent effectivement en haut lieu dans les administrations centrales que la DGF devrait être perçue par la communauté de communes, effectivement, pour dévitaliser un peu les communes. Donc voilà, c'est à nous, politiques, aussi de reprendre la main et de vraiment dire ce qu'on veut. Nous adopterons une motion. Mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a aucun projet de ce. Enfin, il y a toujours des gens qui y pensent. Voilà. Il y a aussi la question qui se pose de l'élection au scrutin direct des conseillers communautaires. Parce qu'aujourd'hui, les conseillers communautaires sont des représentants des communes. Demain, on pourrait imaginer qu'il y ait des listes, ce qui aurait le risque de couper, on va dire, les communes des communautés de communes. Pour
pas oublier non plus que nous, conseillers municipaux, on est des bénévoles. Le départ, on s'occupe des développements de notre commune parce qu'on y est attaché, on y est né. Le jour où il faudra bosser pour la Comcom, ben, ça sera soit j'ai un statut, soit je reste cher. Donc économiquement, c'est un bon-sens. Je ne sais pas si dans les directions générales réfléchissent à tous ces aspects-là et tout ce qui est fait pour chaque commune. Non, je pense que franchement, c'est peu pris en compte en fait, parce que ça ne se voit pas dans les flux financiers. Voilà. Mais non, les 500 000 conseillers municipaux en France, c'est un trésor, c'est sûr. Mais vraiment, moi, je n'ai pas de réponse ici, mais la réflexion sur comment on lutte contre la montée de l'individualisme, je pense que c'est quand même un point assez central sur pas mal de sujets. Parce qu'on peut toujours traiter les symptômes en disant, par exemple, les gens sont moins motivés pour venir voter, donc on va rendre le vote encore beaucoup plus simple, les gens vont le faire depuis leur canapé en cliquant sur un bouton. Mais j'allais dire, c'est l'adaptation. C'est une petite adaptation à la marge pour voilà. Et puis à un moment donné, les gens vont dire, même en cliquant, ça m'intéresse même plus. Donc il faut vraiment essayer de pas trop traiter les symptômes, mais traiter les causes. Et le fait de dire comment on peut être tous plus préoccupés par la chose publique, par ce qu'on peut faire ensemble, par l'engagement, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Ouais, mais là, c'est. Voilà, il nous reste encore 10 minutes. Alors oui, il y avait un signal que quelqu'un souhaitait parler. Je crois que Manon souhaitait parler. Je ne sais pas si. Bonsoir. 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 Moi, par contre, j'ai eu des gros soucis mercredi, en fait. J'arrivais dans un train de Villefranche à Gare de Vèze. Et en fait, je me suis tellement fait mentir par un agent SNCF. Il m'a clairement dit que ça le faisait carrément chier de venir me récupérer à l'arrivée de ma correspondance. Donc, clairement, j'ai un peu mal pris parce que moi, je suis une personne un peu réduite. Ok, donc en tant que personne à mobilité réduite, c'est un agent SNCF qui vient vous chercher pour faire la correspondance, d'accord, ok. Tout à fait. Donc l'agent SNCF vous a mal accueilli. C'est ça, il m'a clairement dit que ça faisait chier de venir me récupérer, en fait. Ouais. Donc, clairement, là, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Ouais. Et à quelle gare? Gare de Vèze. Gare de Vèze, ok. Bon, moi, je pense que les agents de la SNCF, globalement, essaient de bien faire leur boulot, mais qu'il y en a certains, parfois, qui… voilà. Et donc, je pense que le meilleur cas, alors moi, je ne peux pas faire grand-chose forcément à mon niveau, mais c'est bien quand même d'en parler, hein. Mais c'est qu'il faut se plaindre auprès de la SNCF pour qu'ils puissent en interne poser la question à l'agent concerné pour savoir comment ça s'est passé comme ça. Non, c'est vraiment, je veux bien être gentil, ça fait déjà plusieurs fois que je me le tape et clairement, ça fait plusieurs fois que le problème il continue, quoi. Ouais. Donc, vraiment, je veux bien être gentil, mais ça va. Non, mais voilà, mais il faut en parler à la SNCF. La SNCF, il y a un système de réclamation. Ouais. En tout cas, voilà, j'imagine aussi la difficulté pour les personnes à mobilité réduite de changer le train, ça va pas être simple. Tout à fait. Ok, non, mais merci du témoignage. Et voilà. Il y avait peut-être une ou deux dernières infos. Oui, il y en a encore, ouais. Je pense. Par rapport au fait que vous avez dans la commission oui, la défense. Sur le secteur de l'informatique, et par rapport à ça, il y a la loi de programmation militaire qui s'applique aussi à certaines entreprises qui sont d'une importance vitale. J'aurais voulu savoir par rapport, par exemple, je sais que l'hôpital de Villefranche-sur-Saône avait été victime d'une cyberattaque. Et justement, par rapport à tout ça, est-ce qu'un hôpital a reconnu d'organisme d'importance vitale? Et sinon, comment faire pour protéger toutes ces structures publiques de ce genre d'attaques qui, probablement, dans les années à venir, vont faire progresser? Ouais.
Alors, bonne question. Alors, plusieurs sujets. Les opérateurs d'importance vitale, donc les OIV, ce sont des opérateurs publics ou privés dont un dysfonctionnement pourrait porter atteinte aux intérêts vitaux de la nation. Mais donc sur l'ensemble du pays, donc ce sont les opérateurs télécoms, énergétiques, de transport, etc. La liste en tant que telle est classifiée secret défense, parce qu'on ne va pas exposer auprès de nos adversaires stratégiques quelles entreprises sont pour nous vitales, parce qu'il y a celles qu'on a toutes en tête, mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas forcément comme ça. Voilà. Et on ne veut pas les exposer davantage en indiquant qui fait partie des opérateurs d'importance vitale. Moi-même, je ne le fais pas. Je présume que les opérateurs télécoms en font partie, quand même. J'en suis sûr pour cela, parce que concernant les hôpitaux de proximité, ils n'en font pas partie, dans le sens où si l'hôpital de Villefranche-Charette, c'est très grave, mais on peut quand même arriver à rebondir. Et effectivement, il a été victime d'une cyberattaque là, c'était en début d'année, c'est ça? En début d'année, et qui l'a gravement perturbé dans son fonctionnement. Hein. Le téléphone ne marchait plus, certains équipements ne marchaient plus, etc. Donc, ils ont dû mettre un fonctionnement dégradé en place le temps de remettre en route le service. Et donc, juste pour dire comment ça se passe, en fait, vous avez des cyberattaquants sur Internet qui ont des ransomware. C'est la manière dont c'est passé à l'hôpital de Villefranche, c'est-à-dire qu'ils regardent tous les systèmes, on va dire, qui sont, sur lesquels on peut pénétrer. Et s'ils arrivent à pénétrer, ils cryptent le disque dur. Et ils font apparaître un message. Si vous voulez retrouver vos données, il faut payer des sommes importantes, plus d'1 million d'euros, etc. Et en fait, ils ne ciblent pas spécifiquement les hôpitaux, ils le font à grande échelle, parce que les hôpitaux, dans tous les cas, ont pour consigne, et tous les établissements publics ont pour consigne de ne pas payer, d'une part parce qu'il n'y a pas le budget pour, et en plus parce que si on commence à payer, ça... Mais pour info, aux États-Unis, il y a des hôpitaux qui payent, parce que souvent, par exemple, on demande 1 million de rançon, souvent le trouble qui est généré est beaucoup plus supérieur à la rançon qui est demandée. En tout cas, les établissements publics français ne payent pas, et quand il y a des opérateurs privés qui se rapprochent de l'État pour demander que faire, on conseille également de ne pas payer. Moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est simplement de se protéger dans le cyberespace, comme on se protège, on va dire, dans le monde classique. D'une part, en ayant un investissement suffisant pour protéger ces infrastructures, et on préconise que quand il y a 100 € de dépensés dans un système informatique, il faut qu'il y ait 10 € sur la question de la cybersécurisation. Là, par exemple, l'entreprise qu'on a vue cet après-midi, elle est en train de mettre en réseau ses machines. On pourrait imaginer qu'un concurrent pourrait détraquer les machines, etc. Donc, si elle se numérise, si elle se digitalise, c'est bien, hein, si elle peut, parce que ça va améliorer ses procédures, ça va la rendre plus efficace. Par contre, le pendant, c'est qu'elle doit faire l'effort en termes de cybersécurité. Et c'est vrai que les hôpitaux en France ont un peu de retard, parce que conceptuellement, ils n'étaient pas attaqués, parce que j'allais dire, même les fraudeurs ont quand même un certain sens. Et, il y avait de l'éthique. Il y avait une forme d'éthique. Sauf que là, les cyberattaquants, ils attaquent tout le monde sans regarder les yeux fermés. Donc, il y a ces efforts, on va dire, en termes d'infrastructure. Et puis, je pense que le deuxième axe d'effort important, c'est l'usager, parce que souvent, c'est l'usager qui est la faille. Le cyberattaquant, souvent, envoie un mail pour dire, soit envoyer un truc alléchant, ou soit dire je suis truc. La personne clique, et c'est ça qui installe le cheval de Troie qui va de l'intérieur propager le... Donc, il y a beaucoup de formation à l'hygiène numérique et qui doit concerner tout le monde, de l'agent ou du salarié au dirigeant. Mais c'est un vrai sujet, hein, effectivement, la cybersécurité, et qui concerne à la fois les organisations privées, publiques, et également les services de l'État, les grandes entreprises. Et malheureusement, et là encore, on peut discuter également des choix de société qui sont induits. On est dans un mouvement où plus les années arrivent et plus on est exposé numériquement. C'est-à-dire que, par exemple, demain, avec les voitures autonomes qui vont se construire toutes seules, s'il y a une cyberattaque, on peut imaginer des accidents. Dans les réseaux d'eau, par exemple, qui sont pilotés à distance parce que ça permet d'optimiser plein de choses, demain, avec une cyberattaque, on peut imaginer des coupures, voire pire, etc. Donc, il faut absolument que le niveau de cybersécurité augmente parallèlement au niveau d'exposition au risque.
En tout cas, c'est bien de suivre la LPM et les OIV. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce que c'est. Est-ce que c'est pas une guerre qui dit pas son nom quelque part parce qu'il y a souvent les Russes qui sont là-dessous, les Chinois, enfin les États En fait, on est dans. On passe progressivement d'un contexte stratégique de guerre froide où il y avait deux blocs qui s'affrontaient, et des fois avec des conflits ouverts, on parlait du Vietnam, on parlait de tous les conflits larvés qui ont pu se passer, à un monde de compétition permanente qui s'exprime sur l'ensemble des sujets. Au niveau institutionnel, il y a des compétitions féroces au niveau des institutions internationales, à l'ONU, pour savoir qui a telle responsabilité, au niveau économique, au niveau juridique. Donc là, on entre clairement effectivement dans un monde de compétition où les puissances sont un peu désinhibées dans les outils qu'elles sont en mesure d'utiliser pour gagner cette compétition-là. Donc c'est un sujet qui inquiète beaucoup au niveau national sur effectivement jusqu'où sont prêts à aller nos compétiteurs stratégiques dans ce cadre de cette compétition. Et malheureusement, ce n'est pas un domaine sur lequel on est protégé par notre dissuasion nucléaire. Parce qu'en matière d'attaque cyber, on a souvent des problèmes d'attribution. C'est-à-dire qu'on ne sait parfois pas attribuer qui est à l'origine de l'attaque. Donc, on ne peut même pas dissuader par des moyens conventionnels ou nucléaires un compétiteur stratégique. Aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup aussi de puissances qui s'intéressent de près aux câbles sous-marins. Parce qu'il faut savoir qu'une grande partie de nos télécommunications passe par les câbles sous-marins. Et on estime le risque important que certaines puissances, un jour, puissent s'intéressent à ces câbles, parce qu'on est sûr maintenant qu'ils s'y intéressent, parce que, soit pour écouter, ou soit pour être dans un dispositif d'arracher ces câbles pour causer une nuisance. Donc bienvenue dans un monde de compétition. Enfin, ça les finir là-dessus. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de la régulation internationale, un ordre juridique international. C'est des organisations internationales comme l'ONU qui sont importantes. Et ces dernières années, il y a un peu un affaissement de la régulation internationale. On règle de plus en plus des conflits par des rapports de force, et il y a un certain affaissement de l'ordre international. Les Américains et Trump ne sont pas totalement innocents à ça, puisqu'il a cessé pendant son mandat à vouloir régler les choses de manière bilatérale pour imposer souvent ses vues. Et parfois donc les Américains ont une responsabilité importante, et la nouvelle administration Biden est beaucoup plus consciente de la nécessité de redonner de la puissance aux outils de régulation internationale. Voilà. Et si je suis à la Commission de la Défense, je ne veux pas trop plomber le sujet, c'est que je pense malheureusement que la grande histoire n'est pas terminée, et que après quelques dizaines d'années de paix, le pire n'est jamais à exclure dans l'avenir, et que malheureusement, il faut qu'on se prépare à tout type de scénario. Voilà, mais sinon, bonne soirée. Je ne sais pas s'il y a... Non, mais le but, c'est toujours de se préparer le pire en espérant qu'il n'arrive pas, mais... Est-ce qu'il y avait je vois que les 20 heures ont sonné, mais je ne sais pas s'il y a un dernier sujet. En tout cas, merci à tous pour cet échange qui a vraiment intéressant, parce qu'on est passé de sujets très locaux à des sujets internationaux. Et puis, je trouve qu'il faut qu'on arrive vraiment à distinguer entre un problème, effectivement, qu'est-ce qui est la cause profonde, qu'est-ce qui est le symptôme, sinon on ne traite pas réellement les sujets. Et donc, merci à ceux qui sont en ligne, ceux qui sont ici d'avoir participé. Et Alexis, si tu veux, tu peux dire un dernier mot. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je suis très heureux des débats, des questions des conseillers. Enfin, c'était très vivant, donc j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et merci à toi, Thomas, d'avoir répondu très facilement à toutes nos questions et sans aucune... il n'y avait pas de filtre. Il n'y avait pas de joker. Non, pas du tout. Bon, et bonne soirée à ceux qui sont en ligne.